Le vent hurlait à travers les vignes nues de Saint-Émilion. La pluie battait violemment contre les immenses baies vitrées du château. Juliette fixait le verre de cognac ambré posé sur la table basse en chêne massif. Le liquide tremblait légèrement à cause de l'orage. Dans la pièce voisine, son mari, Laurent, parlait au téléphone d'une voix basse et amusée. Il pensait qu'elle dormait. Il pensait que le chagrin l'avait rendue folle. Il ignorait que Juliette n'avait pas avalé une seule goutte d'alcool depuis des semaines. Elle savait tout. Elle connaissait son plan macabre. Elle connaissait l'existence de sa maîtresse. Et surtout, elle savait ce qu'il avait fait à ses parents. La vengeance est un plat qui se mange froid. Et ce soir, le dîner allait être servi. La vie de Juliette avait commencé dans la misère la plus totale. Née dans un village oublié de Normandie, elle était la fille de Chantal, une femme brisée par la vie et consumée par l'alcool. À l'âge de 3 ans, Juliette avait été sauvée de cet enfer par Antoine. Antoine était un riche propriétaire de vignobles bordelais. Il était son père biologique, fruit d'une nuit d'égarement lors d'un voyage d'affaires. Avec sa femme Éléonore, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, Antoine avait offert à Juliette une vie de princesse. Elle avait grandi entourée d'amour, de luxe et de bienveillance. Elle avait épousé Laurent, un homme charmant, mais issu d'une famille d'aristocrates ruinés. Juliette pensait vivre un conte de fées. Mais le destin est cruel. Un appel téléphonique allait brusquement la ramener vers son passé. Chantal, la mère qu'elle n'avait jamais connue, venait de mourir. Et cette mort allait déclencher une série d'événements tragiques. La pluie tombait en rideaux épais sur les toits d'ardoise du petit village normand. Les gouttes frappaient les vitres de la voiture avec une violence sourde. C'était une matinée grise, froide, presque mortuaire. Juliette se tenait devant la petite église de pierre. L'odeur de l'humidité se mélangeait à celle de la terre mouillée. Elle portait un manteau noir, parfaitement ajusté. Le vêtement contrastait fortement avec les tenues usées des villageois. Dans le cercueil de bois bon marché reposait Chantal, sa mère biologique. Juliette ne ressentait pas de chagrin foudroyant. Elle ressentait un vide immense et une tristesse lointaine. Elle regardait les visages burinés des habitants. Ils murmuraient entre eux, en la pointant du regard. Ils cherchaient les traits de la mère dans le visage de cette fille élégante. Juliette resta droite et impassible. Le prêtre prononçait des mots vides de sens pour une femme qui n'avait jamais trouvé la paix. La cloche de l'église sonna le glas. Ce son grave résonna dans la poitrine de Juliette. Antoine, son père adoptif, lui avait appris la dignité. Elle devait fermer ce chapitre sombre avec respect. Après la cérémonie, Juliette s'approcha de l'ancienne maison de Chantal. C'était une masure délabrée au bout d'un chemin boueux. Le toit était affaissé et les fenêtres étaient brisées. La cour était envahie par les mauvaises herbes. Juliette poussa la porte qui grinça lugubrement. L'odeur d'alcool rance et de moisissure lui prit à la gorge. Elle frissonna de dégoût. Comment un être humain pouvait-il vivre ici? Elle ferma les yeux et des bribes de souvenirs lui revinrent. Une petite fille courant pieds nus dans la boue. Une mère qui criait sans cesse. Juliette remonta rapidement dans sa voiture de luxe. Elle respira l'odeur du cuir neuf pour effacer celle de la mort. Elle savait qu'elle avait eu une chance incroyable. Si Antoine ne l'avait pas récupérée, elle aurait fini exactement comme cette femme. Elle posa ses mains tremblantes sur le volant. Elle se sentait coupable d'être en vie et d'être si riche. Soudain, son téléphone vibra. C'était l'assistante sociale de la région. Elle devait lui parler d'une affaire urgente concernant Chantal. Juliette accepta le rendez-vous sans hésiter. Le bureau des services sociaux de Rouen sentait le café froid et les vieux papiers. La directrice, une femme au visage fatigué, regarda Juliette avec compassion. Elle lui tendit un dossier épais. Chantal n'était pas morte seule. Elle laissait derrière elle 7 enfants. 7 demi-frères et demi-sœurs que Juliette ne connaissait pas. Le choc fut brutal. Le souffle de Juliette se coupa net. Elle ouvrit le dossier d'une main tremblante. Camille, 18 ans, étudiante infirmière. Lucas, 16 ans, apprenti mécanicien. Et les 5 autres, plus jeunes, placés dans des foyers différents. Juliette sentit les larmes monter à ses yeux. Ses enfants partageaient son sang.
Il vivait l'enfer qu'elle avait fui. La directrice expliqua que les plus grands refusaient de voir qui que ce soit. Mais Juliette insista. Elle voulait au moins rencontrer Camille et Lucas. Elle ne pouvait pas retourner dans son château bordelais en sachant qu'ils étaient là. Son cœur battait à tout rompre. Elle venait de perdre une mère inconnue, mais elle venait de trouver une famille. La rencontre eut lieu dans le parloir triste du foyer. Les murs étaient peints d'un vert pâle désespérant. Camille entra la première. Elle avait les mêmes yeux verts que Juliette. Lucas la suivait, les mains enfoncées dans les poches, le regard fuyant. L'ambiance était lourde et chargée de méfiance. Juliette se leva, maladroite dans ses vêtements de créateur. Elle leur sourit doucement. Elle ne leur promit pas des miracles. Elle leur raconta simplement son histoire. Elle leur expliqua qu'elle voulait les aider à construire leur avenir. Camille l'écouta avec attention. Lucas, lui, restait silencieux et en colère contre la vie. Juliette leur laissa sa carte de visite dorée sur la table. Elle s'engagea à financer leurs études. Elle promit de leur trouver un logement décent dès qu'ils seraient majeurs. En sortant du foyer, Juliette regarda le ciel gris de Normandie. Elle se sentait utile. Elle se sentait vivante. Mais elle savait que son mari, Laurent, n'allait pas partager son enthousiasme. De retour au domaine viticole, la lumière dorée de la Gironde réchauffa l'âme de Juliette. Le château de la Croix se dressait fièrement au milieu des vignes verdoyantes. Laurent l'attendait sur le vaste perron de pierre blonde. Il l'enlaça avec un sourire charmeur. Mais quand elle lui parla de ses frères et sœurs, son visage se ferma instantanément. Ses yeux bleus devinrent froids comme de la glace. Il posa son verre de vin sur la table avec irritation. Il accusa Juliette de jouer à la bonne samaritaine. Il lui rappela qu'elle n'avait aucun lien réel avec ses enfants de la misère. Il affirma qu'ils allaient profiter de son argent. Juliette tenta de se défendre. Elle parla de la solidarité du sang. Mais Laurent se détourna d'elle. Il monta les grands escaliers sans un regard en arrière. Juliette resta seule dans le grand salon. Le feu crépitait dans l'immense cheminée. Elle ressentit une première faille dans son mariage parfait. Laurent n'avait aucune empathie. Il ne pensait qu'au prestige et à l'argent. Malgré l'opposition de Laurent, Juliette tint parole. Au fil des mois, elle aida Camille à s'installer dans un petit appartement à Bordeaux. Elle paya la formation de mécanicien de Lucas. Elle visitait régulièrement les plus jeunes au foyer. Elle leur apportait des cadeaux, de l'affection et de l'espoir. Son père, Antoine, soutenait sa démarche. Il admirait la générosité de sa fille. Sa mère, Éléonore, préparait des gâteaux pour les visites de Juliette. La vie semblait avoir trouvé un équilibre. Mais un nuage sombre planait sur le couple de Juliette. Elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Les médecins parisiens et genevois étaient catégoriques. Les chances étaient infimes. Juliette en souffrait terriblement. Elle pleurait souvent en cachette. Laurent semblait s'éloigner de plus en plus. Il rentrait tard le soir. Il sentait parfois un parfum féminin qui n'appartenait pas à Juliette. Quand elle l'interrogeait, il prétextait des réunions tardives au domaine. Juliette voulait le croire. L'amour rend souvent aveugle. Le drame frappa un matin de brouillard épais. Antoine et Éléonore devaient se rendre à une réunion importante au syndicat des vins. Laurent devait les accompagner. Mais à la dernière minute, il annula. Il prétendit souffrir d'une terrible migraine. Il resta couché dans la chambre principale. Antoine prit le volant de sa luxueuse berline noire. Éléonore s'installa à ses côtés. La voiture s'élança sur la route sinueuse qui longeait la falaise de calcaire. Juliette les regarda partir depuis la fenêtre. 1 heure plus tard, le téléphone du château sonna. C'était la gendarmerie locale. La voix du gendarme était grave et hésitante. La berline d'Antoine avait quitté la route. Elle avait fait une chute de 30 mètres dans le ravin. Il n'y avait aucun survivant. Juliette laissa tomber le combiné. Le bruit plastique résonna sur le marbre du sol. Le monde s'effondrait autour d'elle. Ses jambes cédèrent. Elle hurla de douleur. Laurent sortit de la chambre, l'air faussement effaré. Il la prit dans ses bras. Mais son étreinte était étrangement froide. Les funérailles furent grandioses et glaciales. Tout le monde du vin bordelais était présent.
Les journalistes photographiaient la jeune héritière effondrée. Juliette portait un voile noir qui cachait ses yeux rougis. Elle s'accrochait au bras de Laurent. Soudain, elle remarqua les parents de Laurent, le comte et la comtesse de Montfort. Ils venaient de rentrer précipitamment de l'étranger. Ils se tenaient près du caveau familial avec une dignité exagérée. La comtesse regardait les vignes du domaine avec un appétit mal dissimulé. Le comte tapotait l'épaule de son fils. Juliette frissonna. Il y avait quelque chose de malsain dans leur attitude. Camille et Lucas étaient venus soutenir leur grande sœur. Ils se tenaient en retrait, intimidés par tant de richesses. Laurent lança un regard méprisant aux deux jeunes gens. Il murmura à Juliette de ne pas s'afficher avec ces miséreux devant la haute société. Juliette sentit une pointe de colère percer sa douleur. Elle se détacha du bras de son mari et alla serrer son frère et sa sœur dans ses bras. Le silence s'abattit sur le château dans les semaines qui suivirent. Juliette errait comme un fantôme dans les grandes pièces vides. Chaque objet lui rappelait ses parents. Le fauteuil en velours d'Éléonore, le bureau en acajou d'Antoine. Elle ne mangeait presque plus. Laurent, lui, prit rapidement les rênes du domaine. Il s'installa dans le bureau d'Antoine. Il donnait des ordres au personnel avec arrogance. Un soir, la comtesse de Montfort vint dîner. Elle parlait fort et riait. Elle suggérait de raser les rosiers d'Éléonore pour construire une piscine à débordement. Juliette se mit à pleurer silencieusement. La comtesse soupira d'agacement. Elle servit un grand verre de cognac très vieux. Elle le tendit à Juliette avec un sourire mielleux. Elle lui dit que cela calmait les nerfs. Juliette, épuisée, but le liquide brûlant d'un trait. La chaleur envahit son corps. Son esprit s'engourdit. Pour la première fois depuis des semaines, elle cessa de penser. Laurent regarda sa mère avec un sourire complice. Le piège venait de se refermer. Ce premier verre fut le début d'une lente descente aux enfers. Chaque soir, Laurent rentrait avec une nouvelle bouteille prestigieuse. Il se montrait tendre, compatissant. Il disait à Juliette qu'elle avait besoin de se détendre, qu'elle devait oublier sa peine. Il lui servait un verre, puis deux, puis trois. Juliette, anéantie par le chagrin, se laissa faire. Elle buvait pour ne plus souffrir. Elle buvait pour fuir cette grande maison vide. Très vite, elle commença à boire dès l'après-midi. Le personnel du château observait la situation avec effroi. Martine, la gouvernante, trouvait des bouteilles vides sous le lit. Elle tentait de parler à Laurent. Mais ce dernier la menaçait de renvoi immédiat. Il affirmait que l'alcoolisme était génétique, que Juliette finissait simplement comme sa vraie mère. Martine pleurait en silence dans la grande cuisine. Elle savait que M. Antoine aurait tué Laurent s'il avait vu cela. Juliette n'était plus que l'ombre d'elle-même. Ses yeux étaient cernés, ses cheveux étaient ternes. Elle passait ses journées en chemise de nuit. Un après-midi, un bruit violent éclata dans le hall du château. Les chiens de garde aboyaient avec fureur. Camille venait de franchir le portail d'entrée en force. Elle avait bousculé le nouvel agent de sécurité engagé par Laurent. La jeune femme courut dans les escaliers en hurlant le nom de sa sœur. Elle trouva Juliette sur le sol de la chambre. Une bouteille de vin rouge à moitié vide gisait à côté d'elle. Juliette bredouillait des mots incompréhensibles. Camille sentit son sang ne faire qu'un tour. La colère la submergea. Elle attrapa sa grande sœur par les épaules. Elle la traîna littéralement jusqu'à la salle de bain. Elle alluma la douche et poussa Juliette habillée sous l'eau glacée. Le choc thermique fit hurler Juliette. Elle se débattait, crachait de l'eau. Mais Camille la maintint fermement. Elle la regarda droit dans les yeux. Elle lui cria de se réveiller. Elle lui hurla qu'elle était en train de devenir exactement la personne qu'elle fuyait. Juliette s'effondra en larmes. La douche froide venait de dissiper le brouillard. Enveloppée dans un grand peignoir sec, Juliette tremblait de froid et de honte. Elle buvait un thé brûlant préparé par Martine. Camille faisait les 100 pas dans la chambre. Son visage était fermé. Elle s'arrêta net et planta son regard dans celui de Juliette. Camille lui avoua la vérité. Elle travaillait comme infirmière stagiaire à la clinique privée de Bordeaux. La veille, elle avait vu Laurent. Il accompagnait une femme magnifique et très élégante dans le service maternité.
La femme portait un enfant. Et Laurent lui embrassait tendrement le front en l'appelant « mon amour ». Camille avait pris une photo floue avec son téléphone. Elle montra l'écran à Juliette. Le monde de Juliette se figea. Elle reconnut immédiatement la femme. C'était Sophie, l'assistante de direction du domaine, la jeune femme ambitieuse que Laurent avait embauchée l'année dernière. Le choc ne provoqua pas de larmes. Étonnamment, Juliette ressentit une froideur absolue. Une lucidité tranchante remplaça son désespoir. Elle venait de comprendre le machiavélisme de son mari. Juliette demanda à Camille de partir discrètement. Elle devait réfléchir. Elle ferma la porte de sa chambre à double tour. L'image de Laurent embrassant Sophie tournait dans sa tête. Il la trompait. Il allait avoir un enfant avec une autre. Et pendant ce temps, il la poussait vers la folie et la mort avec l'alcool. Tout devenait limpide. S'il divorçait, il perdrait tout, car le château et l'entreprise appartenaient à Juliette par héritage direct. Mais si elle sombrait dans la folie, il deviendrait son tuteur légal. Si elle mourait de cirrhose, il hériterait de tout. La trahison était immense. Elle sentit la colère brûler ses veines, une colère pure, puissante, vitale. Elle alla dans la salle de bain et vida la bouteille de vin dans le lavabo. Elle nettoya son visage à l'eau froide. Elle regarda son reflet dans le grand miroir. Les traits tirés allaient servir son nouveau plan. Elle allait devenir la meilleure actrice du monde. Elle allait jouer la femme brisée jusqu'à ce que Laurent tombe dans son propre piège. Le soir même, le bruit du moteur de la voiture de Laurent résonna dans la cour. Juliette courut dans le salon. Elle attrapa une bouteille de cognac vide et la posa en évidence. Elle versa du thé froid dans son verre. Elle s'allongea sur le canapé en désordre. Elle ferma les yeux et prit une respiration lente. Laurent entra dans la pièce. Il portait son costume sur mesure. Il sentait le parfum cher. Juliette l'entendit soupirer de satisfaction en voyant la bouteille vide. Il s'approcha d'elle. Il ne la toucha pas. Il prit son téléphone de sa poche. Il composa un numéro. La voix de son père résonna dans le silence de la pièce. Laurent riait doucement. Il disait que le plan fonctionnait à merveille. Il affirmait que Juliette était devenue une loque humaine, qu'elle serait bientôt incapable de signer un chèque. Il confirma qu'il amènerait les documents de transfert de procuration d'ici la fin de la semaine. Juliette écoutait tout. Son cœur battait fort, mais son corps restait parfaitement immobile. Le masque était tombé. Le lendemain matin, dès que Laurent quitta le domaine, Juliette passa à l'action. Elle appela son frère Lucas. Elle lui demanda de venir la chercher avec sa vieille voiture bananisée, loin des caméras du portail. Elle mit un grand chapeau et des lunettes de soleil. Elle quitta le château par la porte de service des cuisines. Martine lui fit un clin d'œil complice. Lucas l'attendait sur un chemin de terre bordé de cyprès. La vieille Peugeot tout sauta en démarrant. Juliette lui demanda de la conduire à l'adresse d'un détective privé. Lucas connaissait un homme, un ancien capitaine de la gendarmerie nationale, nommé Gabriel. Il avait ouvert son agence à Bordeaux après avoir dénoncé la corruption de ses supérieurs. L'agence se trouvait dans une petite rue sombre du centre-ville. L'odeur du tabac froid et du vieux cuir flottait dans le bureau. Gabriel était un homme imposant, au regard perçant et à la mâchoire carrée. Il écouta l'histoire de Juliette sans ciller. Il sentit immédiatement l'urgence de la situation. Le jeu du chat et de la souris commençait. Gabriel commença ses investigations le jour même. Juliette retourna au château dans la malle de la voiture de Lucas pour éviter les gardes. Elle reprit sa place sur le canapé avec son verre de thé coloré. Les jours passaient dans une tension insoutenable. Juliette jouait l'ivresse avec une perfection terrifiante. Laurent lui parlait avec condescendance. Il faisait même venir ses parents pour dîner. Les Montfort se comportaient déjà comme les maîtres des lieux. Ils critiquaient la décoration. Ils parlaient de renvoyer le personnel historique. Juliette baissait la tête, feignant l'abrutissement total. Mais la nuit, enfermée dans sa salle de bain, elle lisait les messages cryptés de Gabriel sur un téléphone jetable. Le détective faisait un travail remarquable. Il filait Laurent tous les jours. Il avait obtenu les relevés bancaires. Les découvertes étaient accablantes.
Lorrain détournait massivement les fonds de l'entreprise vers des comptes offshore au nom de ses parrains. La fortune de Juliette était siphonnée méthodiquement et silencieusement. Une semaine plus tard, Gabriel demanda à voir Juliette en urgence. Ils se retrouvèrent dans la brasserie d'une gare de banlieue. Personne ne pouvait les reconnaître ici. Gabriel avait l'air sombre. Il posa un épais dossier sur la table en formica. Les parents de Laurent étaient totalement ruinés. Leur château et propriété n'étaient qu'une façade rongée par les dettes fiscales. Laurent les finançait avec l'argent du domaine de la Croix. Mais ce n'était pas le pire. Gabriel avait fouillé le rapport de police concernant l'accident des parents de Juliette. Il avait graissé la patte d'un mécanicien de la fourrière. La berline d'Antoine n'avait pas simplement glissé. Les freins avaient été trafiqués. Le liquide de frein s'était vidé lentement. Gabriel posa des photos du système de freinage saboté. Le souffle de Juliette se bloqua dans sa gorge. Ses yeux s'écarquillent de terreur. Laurent n'était pas seulement un voleur et un mari infidèle. C'était un meurtrier. Il avait tué les seules personnes qu'il avait véritablement aimées. La nausée envahit Juliette. Elle sortit précipitamment de la brasserie pour vomir dans le caniveau. La pluie fine de Gironde refroidit son visage brûlant. Gabriel la soutint fermement par les épaules. Il lui dit d'une voix grave qu'elle était en danger de mort. Laurent n'hésiterait pas à la tuer s'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Le détective avait déjà contacté un juge d'instruction incorruptible qu'il connaissait bien. L'enquête criminelle était rouverte en secret. Mais ils avaient besoin d'une preuve directe. Ils avaient besoin que Laurent fasse un faux pas. Gabriel donna des instructions précises à Juliette. Elle devait retourner au château. Elle devait faire semblant d'être au fond du gouffre. Elle devait le pousser à lui faire signer les documents de transfert de procuration. C'était le seul moyen de prouver son intention de spoliation totale. Juliette tremblait, de la tête aux pieds. Retourner dormir sous le même toit que l'assassin de ses parents exigeait un courage surhumain. Mais la vengeance lui donnait la force d'un titan. Juliette rentra au domaine en fin d'après-midi. Elle ébouriffa ses cheveux et déchira légèrement le col de sa chemise. Elle renversa un fond de vrai vin sur ses vêtements pour l'odeur. Elle s'affala sur le grand lit de la chambre. Vers 20h, la porte s'ouvrit. Laurent entra. Il alluma la lumière vive, aveuglant Juliette. Il tenait une liasse de documents notariés dans une main et un stylo en or dans l'autre. Son sourire était carnassier. Il s'approcha du lit. Il parla d'une voix douce et faussement rassurante. Il lui expliqua que l'entreprise allait mal, qu'elle devait lui confier les pleins pouvoirs administratifs pour la sauver. Juliette pleurnicha, simulant l'ivresse et la confusion. Elle bégaya qu'elle ne comprenait rien. Laurent s'impatienta. Sa voix se durcit. Il la tira par le bras, la forçant à s'asseoir. Il posa les papiers sur ses genoux. Juliette vit les clauses. Une cession totale des parts d'une entreprise. Un dépouillement pur et simple. Elle prit le stylo avec une main tremblante. Soudain, Juliette fit un geste maladroit. Elle envoya valser le stylo en or sous le grand lit. Laurent jura entre ses dents. Il se pencha pour le ramasser. À cet instant précis, Juliette glissa rapidement son téléphone sous son oreiller. L'application d'enregistrement vocal tournait depuis son entrée dans la pièce. Laurent se redressa, rouge de colère. Il lui remit le stylo de force dans la main. Il lui hurla de signer. Juliette fondit en larmes bruyantes. Elle cria qu'elle avait peur, qu'elle savait qu'il voyait Sophie. Le nom frappa Laurent comme un coup de poing. Son visage se figea. Il perdit son sang-froid. Il avoua tout dans un accès de rage incontrôlable. Il hurla que Sophie portait son fils, qu'il méritait cet empire plus qu'elle, et, dans un cri de triomphe pathétique, il lui cracha au visage que son père adoptif n'aurait jamais dû survivre aussi longtemps. Les aveux étaient là, enregistrés. Juliette laissa tomber le stylo. Son regard changea. L'ivresse disparut. Elle fixa Laurent avec des yeux d'acier. Laurent recula d'un pas. Il ne comprenait pas ce changement d'attitude. La posture de Juliette était soudainement droite. Son regard était vif. Elle se leva du lit. Elle prit son téléphone sous l'oreiller et arrêta l'enregistrement. Le bip sonore résonna dans la chambre silencieuse. Laurent blêmit.
Il regarda la bouteille de vin, puis Juliette. Il comprit qu'il venait de tomber dans un piège. La panique envahit ses yeux. Il se jeta sur elle pour lui arracher le téléphone. Mais Juliette s'était préparée. Elle esquiva l'assaut et courut vers la porte. Elle l'ouvrit à la volée. Elle dévala le grand escalier de marbre à une vitesse folle. Laurent la poursuivait en hurlant des insultes. Ses pas lourds résonnaient dans tout le château. Martine, la gouvernante, sortit de la cuisine. En voyant la scène, elle poussa un meuble massif devant l'escalier pour ralentir Laurent. Juliette profita de ces quelques secondes précieuses pour sortir par la porte d'entrée principale. L'air froid de la nuit la frappa de plein fouet. Dehors, l'obscurité enveloppait le domaine viticole. Juliette courut à perdre haleine à travers les rangées de vignes. Le sol boueux alourdissait ses pas. Les branches des cèpes lui griffaient les bras et le visage. Elle entendait Laurent crier son nom dans la nuit. Il la cherchait avec une lampe torche. Le faisceau lumineux balayait l'obscurité. Juliette s'accroupit derrière un vieux mur de pierre. Elle haletait de terreur. Elle appuya sur la touche d'appel rapide de son téléphone. Gabriel décrocha à la première sonnerie. Elle lui murmura sa position, la voix brisée par l'effort. Le détective lui ordonna de ne pas bouger. Il arrivait avec la gendarmerie. Le faisceau de la lampe de Laurent se rapprochait dangereusement. Juliette pouvait entendre sa respiration saccadée. Il promettait de la tuer et d'enterrer son corps sous les vignes. Il riait nerveusement. La folie s'était emparée de lui. Juliette ferma les yeux, serrant le téléphone contre sa poitrine comme un bouclier. Soudain, des gyrophares bleus illuminèrent la nuit au-dessus des vignes. Le hurlement des sirènes déchira le silence. Plusieurs véhicules de la gendarmerie nationale dérapèrent sur le gravier de la cour principale. Des portières claquèrent, des voix autoritaires ordonnèrent de stopper. La lampe torche de Laurent tomba au sol. Il tenta de fuir vers les bois. Mais les gendarmes, accompagnés de chiens pisteurs, l'encerclèrent rapidement. Gabriel courait à travers les rangs de vignes. Il appelait Juliette. Lorsqu'il la trouva tremblante derrière le muret, il la prit dans ses bras pour la rassurer. Son manteau sentait la pluie et le tabac. Juliette éclata en sanglots. Mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. La terreur prenait fin. Elle entendit les cris de Laurent alors que les menottes se refermaient sur ses poignets. Les gendarmes le ramenaient rudement vers les véhicules. Gabriel aida Juliette à se relever. L'aube pointait à l'horizon, peignant le ciel bordelais de nuances violettes. L'arrestation de Laurent fit l'effet d'une bombe dans la région de Bordeaux. Les médias s'emparèrent de l'affaire. L'homme parfait n'était qu'un meurtrier cupide. Le juge d'instruction ne perdit pas de temps. Les comptes bancaires furent saisis. Les preuves accumulées par Gabriel, ajoutées à l'enregistrement accablant, laissaient peu de doute. La police perquisitionna l'appartement luxueux que Laurent louait pour sa maîtresse. Ils y trouvèrent Sophie en état de choc. La jeune femme ambitieuse comprit que son rêve de richesse venait de se briser. Interrogée par les enquêteurs, elle s'effondra. Elle avoua qu'elle connaissait le complot de détournement de fonds. Mais elle jura qu'elle ignorait tout du sabotage mortel des freins. Les parents de Laurent, le comte et la comtesse, furent arrêtés dans leur manoir en ruine. Ils hurlaient à l'injustice, mais les documents bancaires prouvaient leur complicité dans le blanchiment d'argent. Le château de la Croix retrouva son calme. Le mal avait été arraché à la racine. Juliette reprit la direction de l'empire viticole avec une main de fer. Elle transforma la douleur en force de travail. Elle réorganisa le conseil d'administration. Elle nomma Martine comme intendante en chef du domaine, doublant son salaire. Lucas fut embauché comme chef du parc automobile de l'entreprise. Juliette aimait le voir sourire au volant des tracteurs. Elle ne s'arrêta pas là. Elle entama les procédures légales pour obtenir la tutelle de ses 5 jeunes frères et sœurs, toujours placés en foyer. Les juges, impressionnés par sa détermination et sa stabilité financière retrouvée, acceptèrent. La grande maison vide se remplit soudain de rires d'enfants, de cris joyeux et de bruits de pas dans les couloirs. Juliette leur aménagea des chambres magnifiques. Elle engagea des précepteurs. Elle veillait sur eux avec une tendresse infinie. Le traumatisme de leur naissance misérable s'effaçait peu à peu. Le château devenait un véritable foyer. La chaleur humaine remplaçait l'or et la solitude.
Quelques mois plus tard, une nouvelle inattendue bouleversa encore la vie de Juliette. Elle reçut un appel de l'aide sociale à l'enfance. Sophie, la maîtresse de Laurent, avait accouché d'un petit garçon. Mais effrayée par le scandale, la ruine et l'emprisonnement du père, elle avait abandonné l'enfant à la maternité sous X. L'assistante sociale, connaissant l'histoire complexe, demanda discrètement si Juliette connaissait des membres de la famille de Laurent qui pourraient s'occuper du bébé. Juliette raccrocha, le cœur battant. L'enfant était le fils de l'homme qui avait tué ses parents, l'enfant de la trahison. Elle passa la nuit à marcher dans le jardin, tourmentée. Mais au lever du soleil, son choix était fait. L'enfant n'était coupable de rien. Il était innocent. Comme elle l'avait été dans sa masure en Normandie. Juliette se rendit à l'hôpital de Bordeaux. Elle regarda le minuscule nourrisson dans son berceau de plastique. Elle posa son doigt sur la petite main qui s'agrippa fermement. Elle lança la procédure d'adoption. Gabriel était devenu un visiteur régulier du domaine. L'ancien gendarme, bourru, avait du mal à cacher ses sentiments pour la belle héritière. Il passait ses dimanches à réparer des vélos avec Lucas ou à jouer au ballon avec les plus jeunes dans le vaste parc. Un soir d'été, sous la tonnelle couverte de glycine, Gabriel prit la main de Juliette. Il lui avoua qu'il n'avait rien à lui offrir financièrement, qu'il n'était qu'un simple détective avec un passé lourd. Mais il promit de la protéger de sa propre vie. Juliette le regarda avec tendresse. Elle sourit et passa ses bras autour de son cou. Elle lui dit que l'argent n'avait jamais fait son bonheur, que c'était son courage qui l'avait sauvé des ténèbres. La demande en mariage fut simple et sincère. Pas de grande réception mondaine, juste une cérémonie intime dans la petite chapelle du domaine, avec ses frères et sœurs comme témoins. Juliette portait une robe blanche légère. Elle rayonnait de bonheur. La tempête était définitivement passée. La vie reprenait ses droits de la plus belle des manières. Le petit Léo, le fils abandonné par Sophie, grandissait entouré d'une armée de tantes et d'oncles aimants. Juliette l'élevait comme son propre fils. Personne dans la maison ne faisait de différence. La malédiction du sang était brisée par la force de l'amour. Le château de la Croix produisait des vins d'exception, primés à travers le monde. Camille obtenait son diplôme d'infirmière. La grande table de la salle à manger était remplie chaque soir de visages joyeux. Gabriel regardait sa femme avec une admiration sans bornes. Juliette avait transmuté le poison de la vengeance en un baume de générosité. Elle se tenait parfois devant la tombe de ses parents adoptifs. Elle déposait des roses blanches. Elle leur promettait silencieusement que leur héritage ne serait jamais souillé, qu'elle construirait un avenir digne de l'amour inconditionnel qu'il lui avait porté. Les saisons passaient, apportant leur lot de sérénité sur les vignes apaisées. Un matin de printemps, Juliette se réveilla avec une sensation de vertige vertigineuse. Elle resta assise sur le bord du lit. Elle regarda son reflet dans le grand miroir. Elle avait pris un peu de poids. Elle sourit doucement. Elle descendit au rez-de-chaussée pour chercher Camille. Sa jeune sœur infirmière préparait le petit déjeuner. Juliette lui chuchota ses doutes. Camille la regarda avec des yeux ronds, puis courut chercher un test dans sa trousse médicale. 20 minutes plus tard, dans l'intimité de la salle de bain, le résultat apparut. Les médecins s'étaient trompés. Le stress de son ancienne vie toxique avait bloqué son corps. Maintenant qu'elle était heureuse, entourée d'amour véritable et en paix avec elle-même, le miracle s'était produit. Elle était enceinte. Gabriel, en apprenant la nouvelle, pleura comme un enfant. Il prit sa femme dans ses bras et la fit tourner dans les airs. La maison résonna de cris de joie. Le destin offrait à Juliette sa plus belle revanche sur la mort et la méchanceté. Le soir tombait sur le domaine bordelais. Le ciel se teintait de pourpre et d'or. Juliette et Gabriel se tenaient sur le grand balcon de pierre. Ils écoutaient les rires des enfants qui jouaient à cache-cache dans les jardins à la française. Le petit Léo babillait joyeusement dans les bras de Gabriel. Juliette posa délicatement sa main sur son ventre rond. Elle repensa à ce petit village triste de Normandie, au murmure des villageois prédisant qu'elle finirait comme sa mère. Elle sourit avec une fierté sereine. Elle avait prouvé que nos origines ne dictent pas notre futur.
L'amour que l'on donne et que l'on reçoit est la seule chose qui forge notre destin. Laurent croupissait dans une cellule humide de la prison de Gradignan. Sa cupidité l'avait détruit. Juliette, elle, avait tout gagné en choisissant la vie et le pardon envers les innocents. Elle ferma les yeux et respira profondément l'odeur sucrée des vignes. La nuit s'annonçait belle, douce et pleine de promesses éclatantes. L'histoire de Juliette nous rappelle que la vraie force ne réside pas dans l'argent, mais dans le courage d'affronter la vérité, même la plus cruelle. Face à la trahison la plus abjecte, elle n'a pas sombré. Elle s'est relevée, s'est battue et a construit une famille inébranlable avec ceux que la vie avait blessés. Si cette histoire de vengeance subtile et de résilience vous a touché, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires poignantes. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Juliette en découvrant que l'ennemi dormait dans votre propre lit? Auriez-vous eu le courage d'adopter l'enfant de la trahison? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons toutes vos réponses.